Bonjour et bienvenue dans cette formation délivrabilité email. Donc au programme de cette formation, on va démarrer dès aujourd'hui sur les questions d'introduction. Donc on va mettre en contexte toute la question de la délivrabilité et voir qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui en fait à parler de délivrabilité et pourquoi c'est un sujet important pour les entreprises. Ensuite, on passera 2 leçons dédiées à la notion de réputation qui est absolument centrale quand on veut contrôler correctement sa délivrabilité. Et on passera ensuite aux indicateurs de délivrabilité. On va passer une leçon entière à vous expliquer comment auditer et monitorer votre délivrabilité, puisque l'ensemble des exercices et des travaux que vous réaliserez vous-même pendant la formation tourneront autour de l'audit. Donc on va essayer ensemble d'auditer vos propres pratiques actuelles en se basant sur les différentes leçons qui sont contenues dans la présente formation. Ensuite, on va passer à un chapitre dédié aux incidents de délivrabilité. Comment comprendre ce qui nous arrive, quels sont les différents types d'incidents et comment on doit les traiter. Après, on va entrer dans différentes leçons qui sont beaucoup plus opérationnelles et qui sont justement basées dans ce cadre d'audit. On va voir comment analyser la santé de vos adresses IP et de vos noms de domaine, comment analyser leur réputation, mais aussi toute une série de paramètres techniques. On va voir à quel point il est important d'optimiser la cohérence de votre identité d'expéditeur. On va passer un peu de temps aussi dans la leçon 9 sur le contenu des emails et voir quelle est encore aujourd'hui la relation que le contenu peut avoir avec la délivrabilité de vos emails et le filtrage anti-spam. On parlera de notions qui sont absolument indispensables dans les leçons 10 et 11, qui sont la qualité de l'engagement, qui est vraiment au cœur de votre délivrabilité, de la gestion de votre réputation. On discutera aussi assez largement de l'optimisation de vos processus de collecte, de l'hygiène de vos données et dans une certaine mesure de la législation en vigueur en Europe et ailleurs. Ensuite, on quittera progressivement ces questions bien plus opérationnelles en discutant des spécificités des différentes messageries. Quel doit être votre comportement? Quel est le comportement des différentes messageries quand il s'agit de catégoriser le spam, puisque les règles sont chaque fois différentes. On passera ensuite à quelque chose qui ne va pas nécessairement être utile à tout le monde aujourd'hui, qui est comment réaliser un plan de chauffe, donc ça la leçon 13, que ce soit parce que vous quittez votre routeur actuel, ou que ce soit parce que vous décidez de faire une pause dans vos envois suite à un incident, et qu'il faut repartir quasiment à zéro dans le warm-up de vos adresses IP et de vos noms de domaine. On passera au chapitre 14 sur comment communiquer avec les FAI et les webmails et essayer de voir quand c'est opportun de le faire, parce que c'est pas toujours le cas. Durant la leçon 15, je vous ferai la démo d'un outil de monitoring délivrabilité qu'on aura notamment utilisé dans le cadre de l'audit que vous allez réaliser durant les travaux pratiques. Et enfin, on terminera la formation en faisant le tour des ressources qui sont à votre disposition sur Internet pour essayer de continuer à enrichir vos connaissances sur la délivrabilité et à suivre surtout les évolutions de la délivrabilité, parce que c'est une discipline qui évolue très rapidement et constamment, et il faut essayer de se tenir à jour sur ces différents sujets. En pratique, comment fonctionne cette formation? Donc vous avez, si vous êtes en train de visualiser cette première vidéo, accès à une classe virtuelle. Dans cette classe virtuelle, vous avez 3 espaces distincts. Le premier qui est un espace d'échange par chat, dans lequel vous pouvez échanger directement avec les autres participants à cette formation. Vous avez une partie qui est dédiée à de l'échange de fichiers. Donc vous avez accès à toute une série de ressources liées à la délivrabilité, des ressources internes à BadSender qu'on vous met en commun dans le cadre de cette formation. Vous avez aussi accès aux présentations des différentes leçons, ce qui vous permet de repasser
sur certaines notions qui seraient éventuellement pas acquises ou sur lesquelles on aurait été un peu trop vite dans les vidéos et sur lesquelles vous voudriez vous reposer. Et ensuite, on a aussi tous les exercices pratiques, tous les ateliers de travail qui sont dans des fichiers dédiés. Et vous pouvez aller vous servir justement pour la réalisation de ces exercices. Donc, chaque vidéo fait en moyenne 30 minutes. Vous pouvez les lire quand vous le désirez. Et à peu près toutes les vidéos, les 2 vidéos, vous allez trouver des exercices pratiques qui sont des exercices qui ont une certaine logique dans leur déroulement et qui vont vous permettre de construire en vous-même un audit de votre délivrabilité et de vos pratiques. Vous verrez en fin de cette première vidéo, je ferai l'introduction aux premiers exercices et aux premiers travaux. Et nous aurons, lors des séances d'accompagnement personnalisées, l'occasion d'avancer ensemble sur ces exercices pratiques. Donc, votre coach va chaque fois vous aider si jamais vous aviez des questions complémentaires, si certains points n'étaient pas clairs. Ces exercices pratiques sont faits aussi pour vous mettre au défi, pour vous mettre en pratique les notions qui sont vues. Et parfois, les exercices arrivent légèrement avant les notions, justement pour que vous essayiez de vous creuser un peu les méninges sur différents sujets et que vous ayez les réponses un petit peu plus loin dans la formation pour vous permettre de vraiment mettre à profit les différents exercices. On va aussi, tout au long de la formation, essayer de valider les compétences que vous aurez acquises. Donc c'est fait évidemment lors des exercices pratiques, mais ce sera aussi réalisé lors de différents quiz qui seront disséminés dans la formation, et vous aurez un quiz de finalisation de la formation qui nous permettra de voir s'il y a des choses éventuellement qu'il faut renforcer dans la formation. Une petite introduction sur qui je suis. Donc moi je suis Jonathan Loriot, j'ai créé Batsender il y a maintenant 10 ans, donc c'était en 2010. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai commencé du côté technique, puisque j'ai travaillé dans un département recherche et développement. J'ai fait de la gestion de campagne pendant plusieurs années, et j'ai progressivement évolué vers de l'accompagnement et du conseil. D'abord, j'ai été avant-vente pour des produits de gestion de campagne ICRM et email marketing. J'ai travaillé aussi comme chef de produit dans une agence sur tous les produits email marketing et ICRM, avant de créer Batsender en tant qu'entreprise en 2013, puisqu'à l'origine Batsender est principalement un blog, et Batsender a évolué progressivement vers une activité d'agence. On a rajouté à cette activité d'agence une activité d'organisme de formation, et donc c'est là qu'on en est aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir notre site si vous voulez savoir tout ce qu'on peut réaliser ensemble comme prestation. On va faire une introduction à la délivrabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pas nécessairement vous donner des outils et des clés pour comprendre vos pratiques et améliorer vos pratiques, mais on va remettre en contexte les questions de délivrabilité pour savoir pourquoi on parle de délivrabilité et pourquoi c'est important pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et rentrer progressivement en la matière, et on suivra directement après par les questions de réputation en délivrabilité, ce qui en sera la suite logique. Alors la première question qu'on peut se poser quand on parle de délivrabilité, c'est pourquoi lutter contre le spam? S'il n'y avait pas de spam, a priori, on ne serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas ces problèmes. Aujourd'hui, le spam représente un enjeu majeur, puisque dans l'ensemble du trafic d'emails, en 2018, le spam représentait 45% des emails envoyés. Quand on parle de spam ici, on parle vraiment de messages non sollicités et de communication potentiellement criminelle, telle que le phishing, sur lequel on va revenir un petit peu plus loin. On voit néanmoins qu'il y a quand même une décroissance de cette proportion du spam depuis plusieurs années. Donc l'âge d'or du spam, c'est clairement entre 2007 et 2011 à peu près. Et après, on a une baisse qui est très très régulière. Il y a eu un énorme investissement dans la lutte contre le spam de la part des États. Il y a beaucoup d'organisations qui sont chargées de lutter contre le spam.
Et notamment, il y a eu des gros changements aux alentours de 2010-2011 sur le fait que les États ont commencé à s'attaquer aux institutions financières qui acceptaient le revenu du spam, et c'est quelque chose d'extrêmement efficace et qui a permis de baisser ces volumes de spam. Néanmoins, on voit quand même qu'on n'est pas tout à fait sorti de cette tendance. Le spam s'est perfectionné, et malheureusement pour vous, plus le spam se perfectionne, plus il est difficile pour les expéditeurs d'emails légitimes de passer eux-mêmes les filtres anti-spam. Donc ça, c'est toute l'histoire de la formation qu'on va voir par la suite. Une première petite histoire qui se passe en 2017, pour vous mettre de nouveau dans le contexte du spam. En 2017, à Barcelone est arrêté un certain Piotr Levashov, qui était considéré par Spamhaus qui est la principale liste noire, celle qu'il faut le plus craindre et qui est la plus puissante sur le marché. Piotr était considéré comme le 7e pire spammeur de la planète. Il avait une capacité d'envoi de spam ou de messages de phishing d'environ 1,5 milliard d'emails par jour, ce qui est absolument considérable. Donc un botnet, on va le voir dans un instant, c'est un réseau d'ordinateurs infectés. Et le revenu estimé de Piotr Levashov sur 3 ans, c'est 438 000 $ seulement. Quand on imagine sur 3 ans le nombre de milliards d'emails envoyés, pas loin, aux alentours de 1000 milliards d'emails envoyés sur 3 ans, et seulement 438 000 $. Ce qui fait un taux de conversion absolument ridicule. La question qu'on peut se poser, c'est pour 438 000 $ de gains, quel est le coût pour la communauté en filtrage anti-spam? Et on se rend tout de suite compte de l'impact économique que peut avoir le spam sur les entreprises, sur les messageries et sur au final le temps qui est passé sur tous ces sujets. Une autre étude qui malheureusement est un peu plus ancienne et qui date de 2012 essayait d'estimer le coût annuel du spam pour les entreprises américaines. Et sur un an, l'étude considère qu'il y a à l'époque environ 20 milliards de dollars de dépenses anti-spam par an pour seulement 200 millions de gains du côté des spammeurs. Ce qui fait un ratio de 100 sur 1, ce qui est extrêmement interpellant. Et de nouveau, on se rend compte à quel point le spam coûte cher à la communauté et aux entreprises. Et donc, il est important d'essayer d'avoir des technologies anti-spam qui sont les plus performantes possibles. Un autre chiffre qui est important et qui, lui, ne concerne que les honnêtes marketeurs. Donc, quand je parle des honnêtes marketeurs, ce sont tous les messages qui sont envoyés par des entreprises qui sont normalement des messages légitimes, qui sont envoyés parce que l'entreprise a obtenu une permission. C'est une étude qui a été menée par 250 OK en 2019, et dans cette étude on voit qu'il y a à peu près 15% des messages légitimes qui échouent dans la boîte spam, et qu'il y a un peu plus de 5% de ces messages qu'il y a un peu plus de 5% de ces messages qui n'arrivent pas du tout, qui sont perdus en chemin. Ce qui veut dire que la moyenne des entreprises aujourd'hui arrive difficilement à livrer 80% de ces messages. Donc on reviendra sur cette notion, mais c'est loin du taux de délivrabilité que vous voyez aujourd'hui, puisque ces emails qui sont perdus ou qui arrivent en boîte spam, ils sortent complètement des radars de vos taux de délivrabilité. Si on continue de ce côté-là, on peut se dire qu'aujourd'hui, cette formation, son objet principal, c'est d'expliquer comment on peut faire pour prouver au filtre anti-spam que vous êtes légitime dans l'envoi de vos messages, et c'est vraiment une question absolument centrale dans la formation. Une autre question qu'on doit se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'un spam? Un spam aujourd'hui, en tout cas en Europe,
c'est défini par la loi, par RGPD. Donc en théorie, vous n'êtes pas un spammer si vous envoyez des messages en ayant obtenu la permission de la part des destinataires de ces messages. Ça, c'est la définition de la loi, mais aujourd'hui, la perception du destinataire qui reçoit vos messages, elle n'est pas exactement orientée comme la loi. Les destinataires, ils vont considérer comme un spam tout message qu'ils jugent irritant au moment de leur réception. Et c'est une notion sur laquelle on va revenir et qui est absolument déterminante. Il y a une définition du spam que j'aime beaucoup et qui vient d'une structure de lutte anti-spam qui s'appelle TrendMicro, qui est en 3 temps, qui dit qu'un spam, c'est quand l'identité personnelle du destinataire et le contexte ne sont pas pertinents, car le message peut s'appliquer à de nombreux destinataires potentiels. Donc ça, au final, c'est la perception de vos destinataires au quotidien, qui trouvent potentiellement que les messages que vous leur envoyez sont pas pertinents et ne les intéressent pas. Donc vous envoyez beaucoup de messages à beaucoup de personnes sans nécessairement segmenter et personnaliser. Et donc ces destinataires vont à certains points juger que ces messages sont du spam parce qu'ils ne les intéressent pas. La deuxième partie de la définition, c'est qu'un spam, c'est quand le destinataire n'a pas accordé de manière vérifiable, de permission délibérée, explicite et révocable pour l'envoi du message. Là, on se trouve tout de suite bien plus du côté de la définition de la loi. Donc, faut avoir obtenu une permission. C'est l'internaute qui donne lui-même sa permission. Et cette permission doit être révocable, c'est-à-dire qu'on peut se désinscrire après coup et ne plus recevoir vos messages. La troisième partie de la définition, ça s'approche beaucoup plus de ce qui est du spam dit entre guillemets criminel, c'est quand la transmission et la réception du message semblent représenter un avantage disproportionné pour l'expéditeur. Là, on est plutôt dans le message de masse. On se rend tous bien compte que quand on reçoit un email d'un prince nigérian qui a 2 millions de dollars à offrir, les destinataires de ces messages n'ont pas gagné grand-chose. Par contre, le soi-disant prince nigérian, il y a beaucoup de chances qu'il tire son épingle du jeu en bénéficiant de la faiblesse de certaines personnes, malheureusement. Donc un spam, de manière générale, il faut vraiment retenir cette notion. C'est un message qui est détecté comme irritant par les webmails et les failles. Celui-ci va être défini comme un spam. On va avancer sur cette question en continuant à définir ce qu'est la délivrabilité. Aujourd'hui, la délivrabilité, moi je considère que c'est plus un art qu'une science. Donc c'est un art qui consiste à s'assurer qu'un message soit correctement délivré à une adresse valide. Évidemment, si vous essayez de délivrer à des adresses invalides, ça va pas le faire. Pourquoi pas une science? Parce que justement, les paramètres changent quasiment constamment. Chaque destination que vous cherchez à atteindre a ses propres paramètres, et donc on est plutôt sur quelque chose de quasiment artistique que scientifique. On a déjà abordé très brièvement la question du taux de délivrabilité. Aujourd'hui, quand on rencontre des personnes qui ont des problèmes de délivrabilité, elles me disent assez régulièrement mes messages arrivent en spam, pourtant j'ai un taux de délivrabilité de 99% ou de 98%, je comprends pas ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est important de se rendre compte que le taux de délivrabilité qui est présent dans vos plateformes, c'est en fait 100% moins le taux de bounce. Donc c'est réellement le taux de bounce qui va vous servir d'indicateur. Le taux de délivrabilité lui-même, c'est pas un mensonge, mais c'est quelque chose qui se rapproche de l'abus de langage, puisque la délivrabilité, vous ne pouvez pas directement la calculer, parce que vous n'avez pas la capacité de définir facilement, même si on reviendra sur d'autres techniques alternatives pour le définir, vous pouvez pas définir simplement quelle est la proportion de messages qui arrivent en boîte spam, ou quelle est la proportion de messages qui n'est pas délivré sans que vous n'ayez pour autant reçu de messages d'erreur derrière, donc de bounce. Donc aujourd'hui, faites bien attention quand vous réfléchissez au taux de délivrabilité qui est affiché
dans vos logiciels de gestion de campagne, il est beaucoup plus intéressant de suivre le taux de bounce, qui est directement lié au taux de délivrabilité en réalité, en tout cas à celui qui est affiché dans vos plateformes, parce qu'il représente quelque chose de bien plus tangible que le taux de délivrabilité. Si jamais c'est une notion qui n'est pas claire, n'hésitez pas à noter la question et on reviendra sur ce sujet durant nos séances de coaching et on pourra même éventuellement aller voir dans vos interfaces de gestion de campagne pour voir des cas concrets sur ce sujet. Quand on parle de délivrabilité, c'est important aussi d'avoir en tête comment se passe la livraison d'un email. Un email, aujourd'hui, quand il sort de du serveur de votre solution de gestion de campagne, il utilise un langage de transport qui s'appelle SMTP, donc un protocole d'envoi. Donc le protocole SMTP, il existe depuis 1982, donc c'est à l'échelle du temps d'Internet un ancêtre, puisqu'il a presque 40 ans et qu'il est 10 ans plus vieux qu'HTTP qui est utilisé pour le web. Donc quand vous envoyez un message, il est transporté via le protocole SMTP, et quand il arrive sur le serveur de destination, il va traverser toute une série de filtres. Il y a un premier filtre en général, alors c'est très schématisé parce que ça se passe différemment chez à peu près tout le monde. Il y a un premier filtre qui est un filtre de connexion qui va analyser justement si le protocole SMTP est correctement formé, s'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, le filtre de liste noire et de liste blanche va entrer en action. Donc si vous êtes référencé sur une liste noire qui est utilisée par la destination que vous essayez de joindre, votre message va être stoppé net. Au contraire, si vous êtes sur une liste blanche, vous allez éventuellement pouvoir passer plus rapidement les étapes suivantes. Donc dans les listes noires, on reviendra sur le sujet de nouveau, notamment Spamhaus dont on a déjà parlé, est le plus important. Si vous êtes listé, si votre adresse IP ou votre nom de domaine est listé chez Spamhaus, il n'y a absolument aucune chance que vous passiez le reste des étapes. Ensuite, on va souvent passer un score de réputation. Alors les scores de réputation, ça va faire l'office de 2 chapitres par la suite, et éventuellement des filtres qui sont un petit peu plus personnalisés, des filtres sur le contenu, des filtres externes, des différents filtres et outils de scoring de la réputation. Donc là, on est vraiment dans les recettes sur mesure des différents systèmes de messagerie. Et un filtre qui est trop souvent ignoré, ce sont les règles que l'utilisateur lui-même peut mettre dans sa boîte mail, même si c'est sans doute une pratique qui est assez limitée, mais si quelqu'un a décidé que tous les emails qui venaient de votre entreprise tombaient en boîte spam ou partaient à la poubelle, c'est l'utilisateur qui a le dernier mot, et là vous n'aurez absolument aucune latitude pour rétablir la situation vis-à-vis de ce destinataire. Donc ça c'est pour le schéma standard de livraison d'un email. Ce qui est très important aussi à avoir en tête quand on parle de livraison de vos emails, c'est que chaque système de messagerie utilise des technologies et des réglages différents. Donc on voit ici les 3 principales messageries américaines que sont Google, Microsoft et Yahoo, qui utilisent chacune des technologies différentes. Postini, qui a été racheté il y a bien plus de 10 ans maintenant par Google, a constitué pendant longtemps la base de leur filtrage anti-spam. Microsoft qui utilise différentes technologies, dont une qui s'appelle Smart Screen, Yahoo qui utilise des différentes technologies de nouveau, dont une qui s'appelle SpamGuard, et ces messageries américaines ont en commun qu'elles utilisent énormément de filtrage comportemental, c'est-à-dire qu'elles vont analyser ce qui se passe dans la boîte mail du destinataire pour vérifier s'il a l'air d'avoir envie de le recevoir. Et on reparlera de ce sujet un peu plus loin. 2 exemples de messageries françaises que sont SFR et Orange, qui utilisent toutes 2 VADSecure et CloudMark, même si elles les utilisent, mais avec des réglages très très différents. Elles vont chaque fois
rajouter leurs petits critères dans ces différentes technologies, ce qui fera que de votre côté, vous n'aurez pas exactement les mêmes comportements quand vous allez essayer de livrer des messages vers SFR ou vers Orange. Le spam, c'est le combat du siècle, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a une vraie lutte permanente entre les spammers et les filtres anti-spam. Pour faire un tout petit historique, le premier spam a été envoyé en 1978 par Gary Twerk, qui est un employé de DEC, qui est un fournisseur d'ordinateurs à l'époque. Hein. Les serveurs à l'époque, c'était d'autres machines que ce qu'on a aujourd'hui en termes de volume. Et Gary Twerk a envoyé une invitation à découvrir ces nouvelles gammes de produits à 600 adresses qui constituaient la quasi-intégralité des adresses de messagerie électronique de l'époque. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore d'Internet, SMTP n'existait pas encore, mais on a quelqu'un qui est rentré dans l'histoire comme étant le premier spammer. Et d'ailleurs, la communauté Internet de l'époque n'a pas apprécié ce type de message, puisque c'était des scientifiques, des chercheurs, des universitaires, et que ça a été extrêmement mal vu à l'époque. On fait un énorme bond dans le temps. À partir du moment où l'email est rentré dans les mains du grand public, c'est-à-dire à la fin des années 90, au début des années 2000, directement le spam est monté en puissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une technologie arrive auprès du grand public, il y a des petits malins qui en profitent. Donc on a vu directement après ça les premiers filtres anti-spam naître, notamment Spam Assassin en 2001. Et donc au début des années 2000, le filtrage est principalement basé sur le contenu des emails. Les spams sont alors principalement en contenu texte, et donc c'est assez simple de détecter un spam sur base de mots-clés. Évidemment, les spammers optimisent leurs pratiques pour lutter et éviter les filtres anti-spam, et donc ils commencent à mettre par exemple certains mots critiques dans des images. Et donc on a des filtres anti-spam qui évoluent et qui commencent à analyser le contenu de manière un peu plus efficace, en analysant les proportions d'images texte, etc. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel on reviendra par la suite. Et c'est une espèce de course-poursuite où chaque fois les spammers prennent acte des nouvelles technologies de filtrage et essayent d'avancer. Donc à partir de 2009 à peu près, on a des technologies anti-spam qui sont basées sur l'historique et la réputation. Donc on prend l'historique de réputation de quelqu'un, de pratique d'un expéditeur, et cet historique va le suivre et va constituer une réputation. Aujourd'hui, on est depuis plusieurs années dans l'âge d'or de l'analyse comportementale qui va faire évoluer la réputation, et on va se retrouver de plus en plus avec des technologies basées sur l'intelligence artificielle pour lutter contre le spam. Et on a aussi de nouvelles menaces qui sont arrivées et sur lesquelles les filtres anti-spam doivent forcément réagir, notamment le phishing. On a déjà parlé brièvement de botnet tout à l'heure. Donc un botnet, c'est quoi? C'est une technique qui va permettre à un spammer d'infecter des ordinateurs et des serveurs qu'il va utiliser pour relayer ses spams. Donc c'est en infectant des centaines et des milliers d'ordinateurs et de serveurs sur Internet que certains spammers peuvent agir et envoyer plusieurs milliards de messages par jour. Une autre problématique et menace très actuelle, qui existe depuis un certain temps, c'est toutes les techniques de phishing qui consistent à essayer de récupérer des informations sensibles en se faisant passer pour un tiers. Donc l'exemple classique, c'est quelqu'un qui essaye de se faire passer pour PayPal, qui a créé une page d'atterrissage et un formulaire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la page de login de PayPal. Et donc il va essayer de tromper les destinataires de ces messages pour récupérer des logins et des mots de passe de PayPal
et on s'en doute que derrière c'est pour aller siphonner leur compte et leur voler de l'argent. Donc cette problématique du phishing, elle existe depuis longtemps, ça fait 8 ou 9 ans que les filtres anti-spam luttent de manière acharnée contre le phishing, et ça a aussi une incidence sur les pratiques des expéditeurs légitimes, qui dans certains cas, s'ils ont de mauvaises configurations, pourraient être considérés comme des attaquants. Et dans l'autre sens, si vous êtes victime d'attaques de phishing, vous pouvez aussi voir votre réputation baisser en flèche, et donc il y a toute une série de technologies et de bonnes pratiques à mettre en place pour essayer d'une part de ne pas être considéré comme un fisher, et d'autre part pour ne pas être soi-même victime d'attaques de phishing, et même de petites structures peuvent être victimes. Il y a aussi un autre concept qui est important, c'est que de plus en plus de messageries ces dernières années essayent de catégoriser les messages. Il y a des messages qui, ici c'est un graphique qui vient de chez Vadesecure, il y a des messages qui vont être considérés comme prioritaires. Donc c'est tout ce qui est du message interpersonnel, des messages qui sont envoyés directement par des collègues, par la famille, etc. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la transaction, donc un email de confirmation de commande, un email de livraison, ça va être de l'email prioritaire. Donc on le voit par exemple du côté des boîtes Gmail, où vous avez une boîte prioritaire. C'est des technologies qui sont utilisées aussi aujourd'hui par Microsoft, qui a de nouveau une boîte prioritaire, une boîte secondaire. Et ensuite, c'est un terme qui est surtout utilisé par Vadesecure, on va avoir tout ce qui est du greymail. Le greymail, c'est ce qui n'est ni du spam, ni de l'illégal, qui est du message légitime, mais qui n'est pas toujours opportun. On va retrouver là-dedans des notifications qui viennent des réseaux sociaux, on va retrouver des emails publicitaires, on va retrouver des newsletters, et donc on va avoir une catégorisation spécifique de ces messages. La plupart du temps, c'est dans cette catégorie que vos messages vont atterrir. Ensuite, on a le spam, le vrai spam. Quand je parle de vrai spam, c'est d'emails non sollicités et ou d'attaques de type phishing. Et ensuite, on a une petite proportion de virus, donc vraiment de messages très malicieux qui vont essayer d'infecter votre ordinateur, notamment pour le transformer en botnet. Avant de conclure sur cette introduction, c'était important aussi d'introduire l'écosystème anti-spam. Donc on a plusieurs structures qui sont extrêmement importantes. La plus importante et probablement la plus puissante de toutes, c'est le MOG. Le MOG qui est une organisation internationale qui organise 3 fois par an une grande conférence qui réunit tous les acteurs de la lutte anti-spam, et cela va des autorités au système de messagerie, en passant par les plateformes de gestion de campagne email marketing, qui se réunissent pour voir ensemble comment ils peuvent lutter contre le spam, contre les malwares, contre le phishing et tout ce qui utilise de manière large la messagerie à des fins frauduleuses. C'est un endroit où souvent les grandes annonces sur les questions de délivrabilité sont réalisées. Le MOG par contre n'est pas du tout accessible à tout le monde, il faut être membre ou être sponsorisé pour y avoir accès. Donc ça c'est vraiment un organisme qui est très très important dans l'écosystème anti-spam. En France, plus proche de nous, il y a Signal Spam qui réunit des acteurs institutionnels, les messageries et les plateformes de gestion de campagne emailing. De nouveau, c'est un endroit de discussion et d'échange pour voir comment, de manière concertée, les différents maillons de la chaîne de livraison de l'email peuvent lutter
efficacement contre le spam. En Europe, et plus particulièrement en Allemagne, il y a aussi le CSA, qui n'a rien à voir avec le CSA à la française, le CSA pour Certified Senders Alliance, qui est un organisme qui maintient une liste blanche à destination principalement des messageries allemandes, mais pas uniquement. Il y a d'autres acteurs qui font partie du CSA. Et le CSA organise une fois par an le CSA Summit, qui a lieu en Allemagne du coup, et qui est un lieu d'échange aussi pour essayer d'avoir de l'information sur les bonnes pratiques. Les messageries viennent discuter de ce qu'ils font, de ce qu'ils mettent en place pour lutter contre le spam. Ensuite, il y a deux autres organismes qui sont un peu différents, SpamOS principalement, mais aussi dans une certaine mesure URIBL. SpamOS, c'est aujourd'hui la blacklist, la liste noire la plus puissante de toutes. Si vous avez une adresse IP ou un nom de domaine qui est listé par SpamOS, vous risquez de ne plus pouvoir livrer vos messages nulle part. Donc c'est vraiment celle qu'il faut le plus craindre sur le marché des listes noires aujourd'hui. Un autre point qui est important à avoir en tête dans cette introduction à la délivrabilité, c'est la responsabilité de chacun. Bien souvent, quand un annonceur a des problèmes de délivrabilité, il va penser que c'est le routeur qui doit l'accompagner et l'aider à améliorer ses pratiques. Très régulièrement aussi, on se retrouve avec des entreprises qui décident de changer de plateforme de routage parce que ils ont des problèmes de délivrabilité. Très clairement, c'est pas une bonne chose. Les plateformes de routage, elles ne sont pas là pour accompagner. Elles sont là pour accompagner leurs clients, mais elles ne sont pas responsables de la plupart des problèmes de délivrabilité. Les routeurs vont être responsables principalement de deux choses. D'une part, de la configuration technique du serveur, veiller à ce que toutes les technologies d'authentification, de feedback loop sur lesquelles on va revenir dans cette formation soient bien mises en place. Elles vont aussi avoir un rôle de conseil et de relation avec les messageries et les organismes de lutte contre le spam. L'annonceur, par contre, est celui qui a le plus de cartes en main pour aller gérer sa délivrabilité et améliorer sa délivrabilité. Le point qui sera le plus important, et on le verra tout au long de cette formation, c'est vraiment la gestion de l'engagement. Essayer que ces destinataires soient engagés, c'est-à-dire ouvrent, cliquent, fassent des actions positives sur ces messages, et au contraire ne génèrent pas de plaintes spam ou d'inactivité. Donc il y a un énorme rôle sur la gestion de la base de données, la qualité des données, et aussi sur la qualité et la pertinence des messages, puisqu'on l'a vu, un destinataire qui reçoit un message qui ne le concerne pas va juger qu'il est irritant, et donc va potentiellement le déplacer dans la boîte spam. Donc c'est vraiment l'annonceur qui a la plus grande responsabilité dans la délivrabilité. Donc on est à la fin de cette première leçon introductive sur la délivrabilité. Je vous engage à démarrer le premier exercice pratique. Cet exercice pratique utilise un questionnaire que BadSender envoie à toutes les entreprises qui désirent démarrer un audit délivrabilité. Donc c'est une série de questions relativement généralistes. Il n'est pas impossible qu'il y ait des points qui soient encore obscurs pour vous aujourd'hui, mais c'est pas grave. Durant notre première session de travail, on aura l'occasion de repasser les différentes questions en revue, si jamais il y a des points qui n'étaient pas clairs ou si vous voulez approfondir certaines notions. Donc faites ce que vous pouvez avec les connaissances que vous avez actuellement, et vous verrez qu'avec la suite de la formation, petit à petit, toutes ces notions, on va les approfondir, on va les raffiner, et ça deviendra de plus en plus clair. Donc vous avez dans le dossier consacré à cette leçon 1 un document Word qui reprend l'ensemble des questions, donc je vous invite à le télécharger et à le remplir de votre côté. Et n'hésitez pas non plus dès maintenant à planifier la première séance de coaching avec votre coach.
qui nous permettra justement déjà d'éclaircir éventuellement certains points de cette première leçon, mais surtout à passer en revue le premier exercice et les questions qui auront été remplies. Donc essayez de planifier cette première séance avec votre coach avant de passer à la prochaine leçon. Et donc les 2 prochaines leçons seront dédiées à la réputation en délivrabilité. Comme on l'a déjà dit, c'est une notion absolument indispensable pour la bonne compréhension de la suite de cette formation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.